Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Fanny, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur ce podcast. Pour commencer, j'aimerais déjà que tu puisses te présenter, nous dire ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Ah bah oui, avec plaisir. J'aime bien la fin de la question parce que on me la pose pas souvent et en fait elle est hyper importante, je me rends compte. Alors bah du coup je suis Fanny Vella, je suis illustratrice depuis 4 ans et puis j'ai pu rajouter la petite griffe autrice sur mon CV qui n'existe pas, mais mon CV imaginaire depuis 1 an, 2 ans, je sais plus exactement, parce que du coup je suis devenue autrice de mes propres bandes dessinées, ce qui est juste incroyable parce que donner vie en image à ses propres histoires, à son propre imaginaire ou à son propre vécu, c'est un super pouvoir, je trouve. Donc je suis devenue illustratrice au moment où je suis tombée enceinte en fait de ma première fille, il y a un peu plus de 4 ans, et c'était juste un hobby. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais allier à la fois ma passion de l'image avec tout le sens que j'avais trouvé dans mon métier précédent, qui était dans le social, en partageant des dessins sur les réseaux qui faisaient sens, parce que j'essayais d'aller vers des thématiques qui à mon sens pouvaient permettre de faire un petit peu peut-être bouger les choses, créer peut-être une petite étincelle de conscience chez certaines personnes qui s'étaient pas posé certaines questions. Et donc je me suis dit si j'arrive à faire tout ça, c'est-à-dire mettre du sens dans un métier passion, c'est ok, je me lance. Et depuis 4 ans, j'ai la magie des réseaux opérants. Je ne manque pas de travail et je m'épanouis vraiment, vraiment beaucoup dans celui-ci. Que dire? Actuellement, je fais une bande dessinée qui parlera encore une fois de l'impact de l'éducation sur le développement des enfants. C'est une thématique que j'aborde beaucoup dans mon travail. J'aborde aussi beaucoup celle des violences intrafamiliales, qu'elles soient du coup éducatives ou conjugales. Et voilà, je vais essayer d'aller de sujet en sujet, du plus lourd possible au plus lourd possible, parce qu'apparemment je ne fais jamais dans le léger. Mais voilà, toujours dans cette quête de sens, dans cette quête d'utilité. Et pour répondre à ta dernière question que j'adore, quel est mon entourage? Aujourd'hui il est un peu restreint parce que on est un petit peu seul chez nous, mais voilà, je suis avec mon conjoint depuis plusieurs années, avec qui j'ai une fille et avec qui on attend notre second enfant qui arrivera qui est bien là présent avec nous aujourd'hui parce que je le sens bien bouger. Et je trouve cette question importante parce que ils sont vraiment une force motrice. Ma fille, c'est grâce à elle que je me suis lancée dans ce métier-là. C'est elle qui donne du sens aux thématiques que j'aborde, parce que c'est elle qui me fait évoluer et réfléchir un petit peu, qui me fait tout remettre en question sur les questions de genre, d'éducation et tout ça. Et mon chéri, du coup, c'est un peu mon garde-fou. C'est celui qui me calme un peu dans les tempêtes, qui me permet de garder un petit peu les pieds sur terre quand des fois j'ai tendance à donner un petit peu trop de crédit à certaines remarques, quand on est sur les réseaux, on est exposé, et qui me permet de garder un petit peu
confiance en moi, confiance en mon travail et qui me ménage, enfin qui m'aide à me ménager en tout cas. Donc voilà, ils sont hyper importants parce que sinon je pense que c'est un métier que j'aurais arrêté très rapidement sans soutien et sans l'inspiration qu'a provoqué ma fille. Et je parle beaucoup trop, je te laisse la parole Christelle. Non, Merci de c'est m'avoir parfait. incluse dans ton podcast. J'adore cette façon d'être, cette personnalité qui est la tienne et qui est juste hyper attachante, enfin, en tout cas pour moi. Moi, j'aime beaucoup t'écouter. Même si on te voit surtout, même si effectivement les réseaux sociaux sont principalement sur le partage d'écrits, et puis ton métier maintenant d'autrice, et finalement, c'est beaucoup d'écrits, mais quel plaisir de t'écouter aussi. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu répondrais ? Une maman qui ne culpabilise plus. Ok. Et non mais c'est hyper important pour moi parce que la culpabilité c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie sur mes épaules. On me l'a passé un jour, on m'a dit tiens elle va être avec toi toute ta vie et j'ai cru que je pourrais jamais m'en séparer et en fait j'ai appris du coup dans mon cheminement et justement en devenant maman que ce poids-là j'avais pas forcément nécessité à le porter et qu'en fait il était plutôt il desservait complètement la relation que j'avais avec ma fille. Okay. Et donc, j'ai appris à tempérer, c'est-à-dire plutôt que d'avoir de trop grandes attentes sur quelle mère je devais être, et je me suis dit qu'est-ce que je vise et comment l'atteindre et en étant ok de déraper sur quelques marches et en gardant toujours en tête que pour moi, le plus important en tant que maman, c'était savoir reconnaître mes torts, savoir m'excuser et toujours donner une fenêtre d'écoute à ma fille qui est donc elle a 4 ans aujourd'hui, donc on peut vraiment échanger parce que c'est pas parce que je suis la maman que je suis l'adulte que je suis forcément et foncièrement dans le vrai et que voilà que ma fille fatiguée peut tendre à être amenée à faire des crises, qu'on appelle des crises, mais moi aussi, et donc du coup elles sont aussi à remettre en question et je me dois aussi de les prendre en compte dans l'attitude que j'ai avec elles. Donc voilà, une mère qui culpabilise plus parce que j'accepte mes imperfections en me disant que elles sont aussi nécessaires à elle son développement, c'est-à-dire regarde comme ta mère n'est pas parfaite, regarde à quel point tu pourras ne pas l'être toi aussi et tu n'as aucune pression sur les épaules ma fille. Je trouve ça hyper important et hyper intéressant effectivement de savoir dire en plus d'être certainement très utile pour moi et pour décharger de cette pression parce que la culpabilité c'est quand même très, très lourd à porter comme tu le disais, en plus c'est extrêmement utile et un beau cadeau que tu fais à ta fille et à ce bébé à naître. Et du coup tu disais je ne culpabilise plus, alors est-ce que voilà, ça a évolué au cours de ces 4 années? Oh oui. Ah non mais oui, mais je reviens de tellement loin. J'ai l'impression d'avoir fait une guerre et d'en être revenue. Non, c'est j'ai démarré. Je me mettais une pression avec elle qui dépassait l'entendement et du coup je mettais la pression à mon conjoint aussi, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je ne pouvais pas lever les yeux d'elle parce que j'avais peur qu'elle se sente pas aimée ou que par exemple mon téléphone puisse m'intéresser plus qu'elle et donc en transposant quand son père rentrait du travail et que elle était toute petite, elle faisait pas grand chose, donc une fois qu'elle était sur son tapis d'éveil qui lui avait fait gaz ou 2 minutes et lui il passait à autre chose, il jouait et tout ça et moi je trouvais ça insupportable. Je regardais en me disant mais tu peux pas lui faire ça, il faut que tu la regardes, il faut que tu fasses quelque chose avec elle, montre-lui de l'intérêt et c'était trop. Il y avait vraiment un juste milieu à trouver et tout dans mon attitude tendait à avoir une dévotion la plus totale à mon enfant. Et en plus, je me comparais beaucoup à ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, évidemment. Je pense que j'avais de trop grandes attentes parce que moi, j'avais beaucoup de choses à guérir de ma propre enfance. Et du coup, j'avais trop peur d'accrocher le moindre de mes boulets qui étaient accrochés à mes pieds, d'en accrocher le moindre à ceux de ma fille. Donc voilà, une trop grosse pression, mais j'en oubliais d'être vulnérable et d'être imparfaite, alors qu'en fait, c'est hyper important. Et ensuite, j'ai lu des choses sur le fait que... j'ai discuté avec des gens qui, eux, avaient eu des mères, du coup
parfaites sur le papier en tout cas, qui se dévouent complètement à leurs enfants et tout ça, et eux ça leur a mis une autre forme de pression, Ouais. c'est-à-dire que en devenant parents à leur tour, ils se sont dit mais je serai jamais à la hauteur de cette mère que j'ai eue, et donc bon, vaut mieux avoir une mère une mère aussi bienveillante et tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas de schéma parfait. Et dans tout ça, moi, au milieu de tout ça, j'ai appris à m'apprécier, à apprécier tout ce que j'étais, tout ce qui faisait ma personne, y compris toutes ces zones-là que j'assumais pas trop, de manque de patience, voilà, j'ai plutôt le sang chaud, je pars un peu au quart de tour, et j'avais peur de ça. Je voulais pas transmettre ça à ma fille, mais bon, j'allais pas inventer un personnage juste pour pour coller à l'image de la mère qui me plaisait bien dans les films et les séries télévisées. Donc voilà, je me suis dit elle aura cette mère là, et tout ce qui est important c'est que je l'aime à la folie, et que voilà, que je laisse place à mes émotions de la même façon que je laisse place aux siennes. Et en fait c'est assez magique parce que elle est très à l'écoute de nos sentiments, de nos besoins, et tout ça, parce qu'en fait on s'est mis vraiment très à l'écoute des siens aussi, et je trouve que c'est un cercle vertueux, et j'espère que ça va durer, mais actuellement on a trouvé vraiment un super équilibre tous les trois. Ouais, c'est exactement le mot que j'entendais. Tu viens de terminer par ce mot, mais c'était ça, c'était cette espèce d'équilibre, quoi. J'avais pas envie de pencher à droite, du coup j'ai penché beaucoup, beaucoup à gauche, et puis à un moment j'ai essayé de retrouver un espèce de juste équilibre, en sachant que ça penche parfois à droite, parfois ça va repencher à gauche, mais c'est chouette. Et en même temps, tu vois, du coup en t'écoutant, je pense à quelque chose que tu avais partagé sur l'idée que toi tu avais pas lu avant la naissance de ta fille. On peut imaginer comme ça en t'écoutant, tu sais, que tu as passé, comme tu avais cette grosse pression, on sent, sur tes épaules, que genre tu aurais passé ta grossesse et les mêmes avant à lire plein de livres sur la parentalité et comment je vais faire avec mon enfant. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu disais, voilà, moi j'ai pas lu avant, et en fait ça m'a aussi permis de me connecter directement à cette espèce d'instinct, quoi, de me faire confiance. En fait il y a un moment où, bon, malgré toute la pression que je me mettais, au moins je me suis dit, en fait il y a des trucs qui me semblent naturels, des trucs qui me semblent pas, je vais écouter cette petite voix à l'intérieur de moi quand même. Mais c'est ça, et je suis trop contente que les choses se soient faites comme ça, parce qu'en fait je me rends compte, avec un peu de honte, mais il faut assumer les choses, que en fait quand j'étais enceinte, je ne pensais qu'au paraître, en fait. C'est-à-dire, le plus important pour moi, c'était que mon enfant colle aux codes sociaux qui étaient exigés à son encontre, c'est-à-dire avoir un enfant du coup pas trop bruyant pour pas perturber trop les gens, très poli, qui écoute ses parents, parce que sinon pour moi c'était un peu humiliant si ton enfant remet en question ton propos devant d'autres adultes et tout ça. Et du coup pour moi la seule ligne de conduite entre guillemets à suivre, c'était en faire un enfant qui serait obéissant. C'est tellement loin de la personne, de la maman que je suis devenue et de la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui, que ça me paraît être de la science-fiction, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Et j'avais pas besoin des livres pour m'apprendre quelque chose qui m'avait été donné spontanément. Enfin, moi, l'éducation et l'obéissance, c'était quelque chose qui avait toujours fait partie de ma vie. Donc, pour moi, c'était inné, et ça allait se passer comme ça. Et notre bébé allait s'adapter à notre vie, et notre bébé, il ferait comme on a dit, parce que, en fait, c'est comme ça, et que, on marche droit et tout ça. Et on n'en est pas mort, blablabli, bliblablou. Ah oui, oui, hein, je peux donner plein de conseils aujourd'hui. J'étais la première à dire toutes ces choses-là à l'époque. Enfin, pas forcément à les dire, mais en tout cas à les penser. Et pour moi, ça a été une claque monumentale de devenir maman. Déjà, j'étais persuadée de ne pas créer le lien immédiat avec ma fille. Voilà, bon, pour plein de raisons, mais bon, j'ai l'impression que de toute façon, je ferais une dépression postpartum, que je ne créerais pas de lien, que quand j'ai su que j'attendais une fille, j'étais persuadée qu'elle ne m'aimerait pas, mais j'en étais même pas triste. Pour moi, c'était c'est une fille, du coup, on sait, enfin, elle m'aimera pas parce que parce que les filles, elles ont du mal avec leur mère, donc et en fait, il a fallu que je passe déjà par cette claque monumentale au moment où on me l'a donnée. Je sais pas, ce truc, c'est pas un mytho, cette vague d'amour, elle existe vraiment. Et d'un seul coup,
il y avait page blanche, quoi. Il y avait plus d'obéissance, il y avait plus de elle rentrera dans le moule, machin. J'avais ma fille, donc j'avais Ellie qui était là, et moi, et cette bulle qu'on a écrit ensemble, et puis dans ses yeux je me suis dit, mais je te jure, je vais créer quelque chose de merveilleux entre nous, et fais-moi confiance, je vais faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Et je savais pas encore ce qu'il y aurait de mieux pour elle, et c'est grâce à cet instinct auquel j'ai pu me connecter spontanément, parce que il est venu me titiller sur l'épaule alors que je l'attendais pas du tout. Et tant mieux, parce que si j'avais lu des choses, je me serais dit peut-être que c'est parce que j'ai lu que je m'attache à ça, alors que là vraiment c'était quelque chose que je découvrais et auquel je me suis attachée, parce que c'était le seul truc qui faisait sens à ce moment-là. J'entendais des voix de gens qui disaient laisse-la pleurer, des gens qui disaient là mais pas trop longtemps au sein, et puis je sais pas, blablabla. Le seul truc qui faisait sens, c'était ma fille, moi, et la confiance que mon conjoint mettait dans cette relation que je créais. Et vraiment ça nous a protégés, parce que j'étais pas d'une nature à avoir vraiment confiance en mes choix et mes convictions et tout ça, et c'était vraiment le seul truc dont j'étais persuadée, c'était que de toute façon ma fille ne compterait que sur nous, son père et moi, et que tout ce qui pouvait dire autour, si ça collait pas à elle, ce qu'elle me montrait, ce dont elle avait besoin, en fait c'était du caca, quoi. J'avais pas besoin d'entendre ça. Donc non, c'était bien de pas lire, et je continue de pas lire. Non, je lis très peu de choses. Je prends des infos par-ci par-là, je lis des extraits de livres, mais j'ai du mal à m'y plonger, parce que déjà j'ai peur que ça crée un discours en moi qui soit complètement influencé par une pensée, alors que j'aime vraiment ce truc d'avoir pu fonder complètement toute ma parentalité sur mon ressenti, mon instinct, et puis faire valider des choses qui me semblaient nécessaires, par exemple ne pas laisser pleurer ma fille, les faire valider par la science, donc aller chercher directement, quand il y avait un sujet qui m'intéressait, l'article en question ou le livre en question, pour lire juste ce dont j'avais besoin pour faire valider mon idée, et la faire valider pourquoi, toujours encore pour le paraître, c'est-à-dire pouvoir exposer mes arguments aux yeux du monde, et pouvoir les assumer, parce qu'ils venaient de Catherine Guéguin ou d'autres personnes avec du coup un bagage scientifique derrière qui appuie un peu mieux leurs propos que juste Fanny Vella. Je trouve ça hyper intéressant, et c'est justement ce que tu communiques sur ton livre, Si on changeait d'angle. Ce qui vient me questionner, c'est oui, j'ai eu besoin de cette approbation. En même temps, il y avait cette confiance, j'entends cette confiance grandissante, c'est-à-dire que j'étais pas trop confiante sur autre chose, mais sur ça, je me sentais en confiance, j'avais je sentais qu'il y avait quelque chose de fort en moi qui me dictait où aller. Et en même temps, il fallait que j'aie l'approbation ou que les autres soient OK avec mes choix. Mais oui, complètement. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Ouais, mais aussi parce que on se sentait un peu seul aussi avec mon conjoint à l'époque. On était les seuls quasiment. Enfin, on était les seuls à avoir un enfant. Et en plus, du coup, on avait ou des proches qui se permettaient de nous dire que quand même, c'était un peu bizarre ce qu'on faisait comme choix. Voilà, les choix, c'était type cododo, l'allaitement. Même si j'ai pas allaité très longtemps, mais j'ai allaité plus longtemps que toutes les personnes qui m'entouraient, enfin les mamans, hein, nos mamans, qui étaient le portage plutôt que la poussette, porter son bébé autant que besoin se fait, et ce maternage proximal était vraiment très remis en question, donc par les personnes qui avaient déjà été parents, donc plutôt nos parents, nos grands-parents, parce que c'était douloureux pour eux, j'imagine, de voir que les choix qu'on faisait n'étaient pas du tout ce que eux avaient pu faire. Donc c'est plus facile plutôt que de se mettre en curiosité, en se disant, ça c'est quelque chose que mon papa lui a fait beaucoup. Il s'est mis en curiosité de nos choix en disant, ok, d'accord, vous faites comme ça. Ah ok, super, je connaissais pas cette façon de faire. Et en fait, il a toujours été très bienveillant sur notre façon de faire, parce que lui-même, je pense, savait qu'il avait pas de leçons à nous donner sur la parentalité, en tout cas. Et par contre, pour les mamans, pour du côté de mon conjoint et tout ça, c'était plus compliqué, je pense, parce que eux, ils étaient pas prêts à remettre en question la parentalité qu'ils nous avaient offert, et de voir autre chose de fait par leurs propres enfants, c'était un peu comme une petite baffe, nous on fait comme ça parce qu'en fait on considère que ça c'est mieux. Et donc du coup, eux, ils entendaient, ça veut dire que ce que vous avez fait,
bah c'était pas, on le copie pas Ouais. parce que c'était pas bien. Alors qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a une question d'époque à prendre en compte, une question d'information. Enfin, aujourd'hui, avec les informations qu'on a à notre portée, si on devait juste rester poli avec nos parents pour pas trop les heurter et juste reprendre les codes qu'ils nous ont donnés pour faire plaisir à tout le monde sans se servir des informations qui sont à notre portée, ce serait nous qui serions les plus idiots. Donc il a fallu du temps pour qu'ils acceptent ça. Et pour moi, faire passer les messages à travers des comparaisons un peu humoristiques et tout ça, c'était permettre en fait de créer un dialogue sans rentrer dans une confrontation, sans être dans la culpabilisation, parce que c'est trop compliqué de vraiment tout ce lien parent-enfant est très compliqué à remettre en question parce que quand on le remet en question, ça heurte les parents qui n'ont pas fait pareil, les parents qui actuellement ne font pas pareil, mais ça heurte aussi ceux qui ne sont pas encore parents mais qui ont été forcément les enfants de quelqu'un et qui du coup se disent mince, mais du coup ça voudrait dire que moi quand j'étais enfant mes parents en fait Ils sont pas ils faits avaient comme il faut. c'était pas Ouais. enfin les coûts n'étaient pas justifiés par exemple si on doit partir dans des trucs un peu plus extrêmes que juste le maternage, les claques et les fessées n'étaient pas mérités en fait, aucun enfant ne mérite, enfin enfant humain, personne animaux peu importe, personne ne mérite de coups. Et ça, je pense que c'est violent et il y a un cheminement à faire et il y a beaucoup de personnes qui réagissent virulemment parce que ça les confronte à quelque chose de trop violent. Genre mes parents ont été violents avec moi et ça c'est très dur. Et en tant que parent, j'ai été violent avec mes enfants. J'imagine que la loi qui est passée en 2019, qui du coup la loi anti-fessée, hein, elle a dû être d'une violence inouïe pour toutes ces générations de parents qui en ont usé et abusé, parce que pour eux c'était normal, ils n'étaient pas maltraitants volontairement. Déjà ils récupéraient les propres choses qu'ils avaient reçues eux dans leur éducation, toujours armés du on n'en est pas mort. Et ensuite, une loi apparaît et dit à tout le monde, en fait, ce que vous faisiez là ou ce que vous faites, c'est de la maltraitance. Donc voilà, mais en tout cas, pour revenir sur les dessins, pour moi, c'était la meilleure façon de faire passer un message en douceur. Et je sais que le livre, il est pas mal offert aux jeunes parents ou aux grands-parents parce que c'est un des médias les moins culpabilisants, les moins culpabilisants et les plus simples parce que du coup, on passe par du dessin. Il n'y a pas non plus beaucoup d'écrits à l'intérieur, donc voilà. Et je pense que c'est un premier pas pour aller ensuite chercher dans les conférences ou dans les livres un peu plus poussés, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est justement finalement ce que tu as fait dans ta parentalité, à savoir, euh, c'est bien d'avoir des informations, d'avoir la science, comme tu le disais derrière, de venir un peu creuser la réflexion. Alors moi, à l'inverse de toi, j'ai beaucoup lu sur la parentalité, c'était quelque chose, voilà, j'avais besoin d'emmagasiner. Et je crois que parfois, voilà, la lecture peut avoir ce côté très intellectualisation de la parentalité et finalement déconnexion de ce que je ressens. Et alors que ton livre a cet effet inverse de se dire en fait, il encourage juste à être dans ce petit truc où finalement on n'a peut-être pas toujours aussi besoin de s'appuyer sur la science. Et puis parce que de simplement voilà se dire tiens, qu'est-ce que je ressens en moi, est-ce que ça sonne juste quoi, quand je vois ça, quand je fais ça, est-ce que ça sonne juste, parce que clairement voilà, je suis convaincue que si cette génération de parents qui effectivement a donné beaucoup de fessées, c'était juste reconnecté à ce qui se passait en eux à ce moment-là et pas à ce qu'on leur disait de faire dans l'éducation et dans la manière de gérer leurs enfants, hein, avec des grands guillemets, et ben peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait du coup. Et que même s'ils n'avaient pas accès à toute cette bibliographie qu'on a aujourd'hui, finalement, moi je trouve que c'est c'est ce qui est le meilleur outil. Et c'est pour ça que voilà, ton livre, pour moi, peut complètement être un cadeau à faire parce qu'il permet juste de se dire, ok, il y a ce que tu partages toi, et puis peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec tous ces dessins, hein, mais que justement, en fait, en regardant ce dessin, on peut se dire, tiens, celui-là, il sonne carrément juste pour moi, et celui-là, peut-être un peu moins, bah ok, en fait, même si moi, je crois pas avoir vu un dessin sur lequel je suis pas en accord, mais voilà, peut-être qu'on peut se dire ça, quoi. Non, puis il y a des choses qui résonnent plus fort et puis d'autres sur lesquelles on a besoin de plus de temps et puis peut-être il y a peut-être certains dessins pour qui feront peut-être jamais sens pour certaines personnes, mais en tout cas le but c'est de créer une sorte de réflexe en fait chez les personnes à toujours essayer de se mettre à la place d'eux et en fait
du coup, le livre, en fait, en gros, transpose des situations habituellement vécues par les enfants dans des situations entre adultes. Et ça, c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'appliquais déjà dans mon ancien métier. Quand j'étais dans le social, je m'occupais en fait d'enfants porteurs de handicap et je m'occupais parfois d'enfants qui étaient porteurs de handicap très lourds et qui du coup ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas verbaliser. Et en fait, je me posais toujours la question, est-ce que ce soin-là, tu le ferais de cette façon-là si tu avais en face de toi quelqu'un qui était capable de verbaliser son inconfort, sa pudeur, sa gêne et du coup je me poussais tout le temps à agir avec eux comme si j'agissais avec quelqu'un qui était en mesure de m'exprimer en fait ce qui se passait actuellement pour lui quand je pratiquais tel soin, tel mouvement, telle activité. Et ensuite, du coup, quand je suis devenue maman, spontanément, j'ai de nouveau ce truc-là qui est arrivé en me disant, si cet enfant-là, elle pouvait me dire ce qu'elle ressent, est-ce que du coup je serais capable de la laisser pleurer toute seule dans sa chambre. D'ailleurs, j'avais fait une illustration qui avait fait beaucoup de polémiques au tout début, où j'illustrais une grand-mère en EHPAD qui appelle du coup pour qu'on lui donne à boire, qui appelle parce qu'elle veut de la compagnie, qui appelle voilà et en dessous un bébé qui pleure et se pleure parce qu'il avait soif, se pleure parce qu'il avait besoin d'être consolé, etc. Et en disant pourquoi on appelle maltraitance quand on vient pas au secours d'une personne qui est capable de verbaliser son besoin, et éducation quand on laisse pleurer son enfant alors qu'en fait les besoins ils sont tout aussi légitimes quel que soit l'âge. Et elle avait fait un petit peu polémique parce que ouais ça rentrait peut-être un peu trop dans le dur. Ça secoue. Et du coup, en plus, c'était un moment où je crois qu'on parlait quand même pas mal des violences et de la maltraitance en EHPAD. C'est d'ailleurs, on en parle un peu moins, mais elles sont toujours aussi existantes. Hein, mais du coup, voilà, c'était violent pour les gens de voir ces images de personnes âgées se faire maltraiter et de se dire qu'on pouvait transposer ça à un enfant quand on agissait pareil avec lui. C'était trop violent parce que voilà, on passait direct dans quelque chose de trop culpabilisant et j'ai changé ma façon de faire parce que c'est pas le propos que je veux tenir. Mais l'idée était quand même là et donc pour moi c'est une gymnastique que je fais tout le temps. Genre dès que ma fille passe par une émotion, passe par quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que tu lui dirais ça si c'était un adulte? Et le livre va sortir l'année prochaine. Là, il est réédité, il est réimprimé une 3e fois. Donc, merci parce que ça veut dire que ça marche vraiment bien. Et l'année prochaine, il va sortir dans une version plus grosse. Et donc, je suis en train d'écrire des nouvelles scènes et je pensais pas avoir d'idées. Et en fait, mais il y a tellement de choses il y a toujours des idées à transposer. Et en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de choses qu'on faisait vivre à nos enfants qui me paraissent impensable en tant qu'adulte. Je pensais les avoir quasiment presque tout exploré dans la première version du livre. Et en fait, mais pas du tout, parce que il y a toujours des choses qui viennent et qu'il faut d'abord que j'analyse parce que spontanément, je vais réagir avec le bagage éducatif que moi j'ai eu. Et après réflexion, je me dis, oh, mais ça serait une telle violence si moi on réagissait comme ça au moment où je m'exprime sur telle chose. Justement, c'est ce que j'allais te demander parce que je trouve ça hyper intéressant quand aussi on est venu traverser et travailler cette relation à notre enfant, de se questionner, et c'est un peu tout l'objet aussi de ce podcast, de se dire, et est-ce que finalement je fais par contre la même chose avec moi? Ce fameux et si on changeait d'angle, maintenant que je me dis, ouais, mais ça je le ferais pas à ma fille parce que clairement je trouve ça trop violent. Est-ce que tu arrives des fois à faire ce regard aussi vers toi et te dire, oh, est-ce qu'avec moi, est-ce que je m'autorise pas à un peu de violence parfois, est-ce que je suis pas plus violente avec moi que je ne le suis avec ma fille ou voilà. Est-ce que ça t'aide dans la construction, on va dire, dans l'estime que tu te portes et dans la manière dont tu te traites d'une certaine manière? Est-ce que tu arrives à faire ce retour-là aussi? J'avais jamais analysé comme ça et c'est hyper intéressant de t'entendre, mais je me rends compte que je suis beaucoup plus douce avec moi depuis que je suis plus douce avec ma fille. Et vraiment, j'ai l'impression de. Alors après, je sais pas si c'est sain ou pas, mais en tout cas moi ça me fait du bien. Il y a une sorte d'écart avec ma propre, avec le moi enfant. Quand je m'occupe de ma fille, j'ai l'impression de m'occuper de la petite Fanny aussi. Et la dernière fois, j'ai vécu un truc qui m'a
bouleversée, bon bah on peut en venir aux larmes, mais qui m'a fait du bien, c'est que je suis partie un peu dans les tours pour une bêtise. Ma fille me rappelait une troisième, quatrième fois dans son lit pour un verre d'eau, un pipi, un machin et tout. Et puis je sais pas, là il y avait la fois de trop. Moi j'essayais de travailler parce que j'avais des choses importantes à rendre. Et je me lève et puis je me dis mais c'est bon là ça me saoule. Genre qu'est-ce que c'est maintenant machin. Puis elle avait envie de faire pipi. Enfin c'était une vraie raison et tout ça. Et en la mettant sur les toilettes et tout, je la regarde, je fais je suis vraiment désolée. Je me suis énervée alors qu'en plus t'as vraiment envie de faire pipi. Je suis vraiment désolée. Et elle me regarde, elle fait non non c'est pas grave maman, c'est normal de s'énerver parfois. Et puis voilà, bah pas perturbée pour un sou. Elle retourne se coucher et tout. Et moi j'étais genre mais c'est incroyable, je suis capable de m'excuser. Et dans ma tête je me suis dit les adultes sont capables de s'excuser. Et d'un seul coup, je me suis revue enfant, je me suis dit, les adultes qui m'entouraient auraient pu s'excuser. Et du coup, mais ça m'a pas fait de mal, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, en fait, on peut le faire et ça nous fait du bien. Enfin, moi, ça me fait un bien fou de me comporter avec ma fille comme je me comporterais avec un de mes potes, c'est-à-dire, ben du coup que tout le respect qu'elle mérite et tout le recul que je dois prendre sur ma façon d'être. Et du coup j'attends beaucoup de choses aussi des autres parce que je me dis si moi je suis capable de donner ça à mon enfant avec bah du coup ben toute l'impatience que qu'on peut avoir en tant que parent parfois parce qu'on est fatigué et tout ça, bah je vois pas pourquoi les autres le prendraient pas ce truc là, enfin ce temps là avec moi, de la même façon que j'accepte un nom de ma fille sans voilà lui en vouloir et tout. Elle accepte mes noms aussi. Genre je prends toujours cet exemple, mais voilà il y a des trucs genre jouer au Playmobil, j'arrive pas quoi. Genre vraiment ça m'éclate pas du tout. Et du coup maintenant, avant je me forçais, maintenant je dis juste, je dis juste non, faisons autre chose. Il y a plein de trucs qui me plaisent, ça non. Et ben du coup maintenant j'ai du mal à supporter quand des proches à moi euh, acceptent pas un nom de ma part. Parce que je me dis, c'est hyper culpabilisant. Et avant, je me serais dit, oh, c'est horrible, mais quelle mauvaise amie t'es, tu refuses de les aider pour telle chose, machin. Alors que maintenant, je me dis, mais oh, ils sont gonflés. Moi, je suis capable d'accepter un nom. Ma fille, elle est capable d'accepter un nom. Alors toi aussi, tu vas accepter un nom, hein, ça suffit. Et donc, du coup, de ce fait, je trouve que je suis devenue beaucoup plus douce avec moi-même. J'apprends à m'écouter aussi beaucoup plus, à savoir où sont mes limites. Je sais pas si c'est grâce à toutes ces relations. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même aussi, mais en tout cas, je suis vraiment à un endroit de ma vie où je m'estime enfin et du coup, je m'accorde le respect que je mérite et ça fait du bien parce que je me suis longtemps oubliée au profit des autres. Et du coup, c'est tant mieux parce que ma fille, c'est pas l'exemple que je voulais lui donner, hein, ça. C'est hyper intéressant parce que tu nous relates là finalement un événement de vie pour lequel tu aurais pu te sentir coupable, mais finalement qui t'a permis de grandir. En tout cas, j'entends de faire évoluer la relation que tu as avec toi-même, mais aussi la relation que tu as avec ta fille. Et bien justement, ça tombe au bon moment, puisque j'avais très envie de te demander, si tu le souhaites, que tu acceptes de me raconter brièvement un moment pour lequel tu t'es sentie particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère. Il y a peut-être eu une fois où mais ça dure pas. Enfin vraiment je suis bien moi dans cette relation là. J'ai rien, j'ai pas de zone d'inconfort, mais il y a une fois où elle était vraiment petite et où elle pleurait beaucoup et où elle n'était pas du tout en mesure de comprendre, mais je lui ai crié dessus en disant mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends de moi là. Et du coup j'étais à bout et je me suis effondrée en larmes et bon elle pleurait, je pleurais. Il y a mon conjoint qui est arrivé après, genre il nous a récupérés dans un état, voilà. Et, et là, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, je suis sortie de mes gonds, mais j'ai jamais senti que je perdais pied ou que je perdais les pédales. Et tu vois, ta question du début qui me demandait quel est ton entourage et que je trouve primordial, je serais pas la maman que je suis si j'avais pas eu Thibaut, mon cher et tendre, parce que c'est vraiment, il est vraiment venu équilibrer tout ça. Et comme tu disais, des fois, quand on veut pencher d'un côté ou de l'autre, lui, il arrivait toujours à me ramener au milieu. Et puis moi, je le tirais avec moi. Donc, il y avait vraiment un équilibre parce que lui, il était dans une zone où je disais, oh, c'est bien ce qu'on fait. Et moi, je disais, non, on peut faire encore mieux. Donc, je le tirais. Mais quand j'allais peut-être trop dans une extrême, lui, il me ramenait sur la poutre au milieu. Et du coup, enfin, vraiment, c'est quelque chose, on a fait bloc ensemble et je n'aurais jamais pu être aussi épanouie si lui, j'avais pas senti que je pouvais autant me reposer sur lui en tant que papa parce que
voilà, j'avais pas une charge mentale à me dire il faut que tu fasses ça parce qu'il va pas le faire aussi bien que toi, ou il faut que que tu lui dises quoi faire là. Pas du tout. J'ai toujours pu complètement compter sur lui, et vraiment pour ça, eh ben je n'ai pas de souvenir de choses mémorables où je me sente trop coupable. C'est super de réussir de cette manière assez rapidement finalement, à passer à autre chose, quand la culpabilité pointe doucement le bout de son nez. Et si je te demandais justement à l'inverse, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai dit là dans ce podcast. Je suis fière en fait de la relation de communication que j'ai réussi à, à mettre entre ma fille et moi, et en fait je suis très fière de voir qu'on lui a laissé la place suffisante pour qu'elle puisse exprimer ses sentiments. Et j'ai un exemple vraiment tout bête, mais elle est allée à un anniversaire là il y a une semaine, et et ma fille, d'abord, a besoin de voilà d'être un peu seule, et ensuite aller dans le groupe et tout ça. Et spontanément, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais voulu la pousser à aller voir les autres, toujours pour cette question de paraître, pour dire non, mais ma fille, elle est sociale, hein, regardez, allez, elle va jouer avec les autres. Et en fait, là, je sais que bah, nous, on a appris à l'observer, à savoir ce dont elle avait besoin pour être dans une zone de confort, ou en tout cas pour trouver sa zone de confort. Et en fait, la dernière fois, j'ai trouvé ça trop bien parce qu'elle est venue me voir. Donc, il lui avait fallu une petite demi-heure d'acclimatation. Elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, maman, je suis trop contente de jouer là. Au début, je suis timide, mais après quand je fais un temps calme, et ben, ça me fait du bien d'aller jouer avec les autres. Et là, je suis contente. Et je me suis dit, bon, déjà, elle a 4 ans, elle est capable d'exprimer ça. Alléluia, j'ai trouvé ça formidable. Je me dis, mais moi, j'ai attendu 25 ans, je crois, pour savoir exprimer mes émotions et mes besoins. Donc je me suis dit, je suis trop fière qu'on ait réussi à instaurer ce truc-là où elle est capable de se connaître et tout ça, et surtout qu'on ne soit pas que moi j'ai réussi à abandonner voilà cette peur du regard des autres au profit d'elle, son bien-être, alors qu'en fait les autres s'en foutent parce que chacun est en train de regarder sa propre façon, son propre enfance, sa propre façon d'être, et qui sont pas en train d'observer, ah bah vous avez vu la petite de Fanny, ah, donc elle est sauvage, hein. Mais non, pas du tout. Eux, ils sont en train de se dire, oh là là, le mien, il est en train de défoncer tout le monde dans le trampoline là. Et donc du coup, ben, voilà, chacun est déjà concentré sur soi-même. Donc je me dis, ben, laissons nos enfants, voilà, nous prouver qu'en fait, par eux-mêmes, ils trouveront le chemin pour aller jouer avec les autres, pour reprendre cet exemple, et exprimer leurs besoins, et leurs sentiments. C'est trop beau, quoi. L'une des dernières questions que j'aime poser, c'est de savoir comment cette maternité elle est venue justement impacter l'estime que tu te portes, et de quelle manière est-ce qu'elle est venue la faire grandir ou peut-être l'entacher. Mais de ce que j'entends depuis tout à l'heure, je me demande s'il est bien utile de venir te poser cette question, puisque je crois qu'on est bien venu creuser. Voilà, tu parles de cette confiance qui a grandi, de cette capacité à te détacher du regard de l'autre, et j'ai pas le sentiment, et même peut-être... alors là, on l'a pas abordé à ce moment-là, mais tu parlais aussi de peut-être ton rapport au corps, à ta pudeur avec cet allaitement pour Ellie qui a été un peu écourté, mais et j'ai le sentiment, moi, d'entendre vraiment une estime personnelle qui a grandi en 4 ans. Mais dis-moi s'il y a d'autres petites choses, d'autres petites nuances que j'ai pas perçues, mais c'est le sentiment que j'en ai. Il y a toujours beaucoup de choses qui pourraient aller encore mieux, hein, mais j'ai l'impression, moi, personnellement, de revenir de tellement loin que je suis trop satisfaite de là où j'en suis. Après, personnellement, moi, ma maternité, elle m'a poussée à prendre soin de moi. C'est quelque chose que j'avais jamais pris le temps de faire avant parce que je voyais pas l'utilité de le faire pour moi. Quand je suis devenue maman, je me suis dit, il faut que je le fasse pour elle. Et en le faisant pour elle, bah, je l'ai fait pour moi. Et du coup, bah voilà, j'ai entamé une thérapie, et ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, franchement, mais lancez-vous, c'est juste incroyable. Bah, quel que soit le professionnel vers qui vous vous tournez, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans dans ma vie, et je suis heureuse parce que ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment
peiner de perdre ce temps-là, alors que là, je me dis, tout ce temps que j'ai gagné en me permettant d'aller fouiller un peu plus loin pour savoir d'où je venais, pourquoi j'étais comme ça et tout ça, c'est du temps de relation gagné avec ma fille pour être tout de suite dans quelque chose de sain. Et vraiment, voilà. En tout cas, si la maternité peut provoquer des choses, je sais qu'elle provoque souvent des revirements professionnels chez les mamans, c'est assez flagrant. Mais si elle peut provoquer quelque chose comme un travail sur soi, si vous le faites d'abord pour vos enfants, ok, mais en fait, au final, c'est quelque chose qu'on fait pour soi et ça fait du bien à tout le monde. Alors j'adore parce que tu réponds à mes questions avant même que j'ai eu le temps de te les poser. J'allais te demander quelles pensées tu aurais pour les futurs parents, les nouveaux parents ou les parents qui se sentent un peu perdus aujourd'hui. Et bien finalement, ce que j'entends, ce serait de prendre soin d'eux, en se faisant accompagner si besoin. C'est très fort ce que tu dis parce que je constate combien de parents peuvent avoir le sentiment que prendre du temps pour eux, ce serait nécessairement au détriment de leur enfant, ce serait égoïste, alors que finalement on peut tout à fait le faire pour se préserver, mais aussi pour prendre soin d'eux et du lien que l'on crée, de l'image que l'on a envie de transmettre. Un grand merci de t'être livré avec toute la pétillance et la sincérité qui te caractérisent. Et si on souhaite te retrouver, suivre ton actualité, où est-ce qu'on va ? Eh bien, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, sous le pseudo, enfin non, c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom, prénom de Fanny Vella. Et mon actualité, du coup, j'ai toujours mes 2 BD qui sont en vente et qui se vendent bien. Donc Le Seuil qui parle de violence conjugale et Si on changeait d'angle dont on a beaucoup parlé dans le podcast. Et donc elles sont toutes les deux à retrouver sur internet à l'achat ou en librairie en commande. Et en novembre sortira ma prochaine BD qui a priori va s'appeler Vermicelle et qui sortira aux éditions Le Duc, donc qui sera distribué absolument partout. Et j'ai trop hâte parce que elle me bouleverse cette BD. Hier, j'ai fondu en larmes après avoir fini tous les croquis. Je pensais pas que ça me provoquerait ça, mais elle est intense et j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette BD. Donc j'espère qu'elle plaira beaucoup aussi aux lecteurs. Mais j'en suis convaincue. Et tu traites d'ailleurs encore d'un sujet qui va venir chambouler beaucoup d'adultes, et particulièrement leur enfant intérieur. Donc merci pour tout ça. Merci Christelle. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.